Bravo. Dans un contexte économique particulièrement difficile, vous avez répondu présent à l'appel aux dons de TV Liberté. Le budget de la chaîne est dorénavant assuré et il va permettre de poursuivre notre développement en 2021. Pour tout cela, merci. Ensemble, nous construisons l'avenir de l'audiovisuel. Une presse alternative, libre, exemplaire. Nous ne sommes qu'au commencement d'une grande aventure dans un monde qui évolue à grande vitesse. Quelles que soient les tempêtes, en avant, en plein vent. Bienvenue à tous dans notre Zoom. Un Zoom aujourd'hui dédié à la chouannerie. Pour en parler, je reçois Gabriel Privat. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Gabriel Privat, vous êtes enseignant en histoire-géographie et vous publiez ce roman, votre premier, Le portrait de Martin Sommervieux, aux éditions Pierre Tecky. Pour en parler, évidemment, nous n'allons pas déflorer l'histoire, nous allons tourner autour de cet ouvrage dont j'ai fait un petit résumé. Donc Martin Sommervieux, un jeune financier parisien, hérite du portrait d'un lointain ancêtre du temps de la chouannerie, cette guerre civile qui opposa républicains et royalistes dans l'ouest de la France pendant la Révolution française. Cet ancêtre porte son nom et lui ressemble de façon troublante. Martin se lance alors dans la quête de ses origines et du sens de son existence. Première question, Gabriel Privat, pourquoi un ouvrage sur la chouannerie aujourd'hui? Il y avait d'abord un appétit pour l'histoire depuis fort longtemps, pour l'histoire de la Révolution française en général, de la chouannerie et des guerres de Vendée de manière plus particulière. Et dans un précédent ouvrage, il y a de nombreuses années de cela, sur les rois de France, j'avais demandé le conseil d'Anne Bernet, et je lui avais fait part de mon souhait, plus tard, de m'attaquer à la question de la chouannerie que je souhaitais traiter par la suite. Et la chouannerie normande, eh bien, parce que c'est un thème qui finalement a été peu abordé. On parle beaucoup de la chouannerie vendéenne. Voilà, exactement. On parle beaucoup des guerres de Vendée ou de la chouannerie bretonne et finalement assez peu de la chouannerie normande. Et c'est quelque chose que je souhaitais aborder. Alors, il y a de grands maîtres, de grands prédécesseurs dans le domaine du roman qui ont déjà abordé la chouannerie en Normandie, comme Jean de la Varande ou Barbet d'Aurevilly. Il n'est pas question pour moi de me comparer à ces grands anciens, mais dans la littérature plus contemporaine, ça manquait et je souhaitais y apporter ma très humble contribution. Barbet d'Aurevilly, d'ailleurs, que vous citez à un moment dans ce roman. Quelle était la motivation de ces chouans, Gabriel Privat, pour prendre les armes au péril de leur vie? Ces chouans ont eu, selon les provinces, des motivations assez diverses. En général, on retrouve un faisceau de motifs. L'attachement à la royauté et aux anciennes libertés de leur province, l'attachement à la religion, avec sa totale liberté de culte, ce qui n'était plus assuré par la constitution civile du clergé telle qu'elle fut mise en place à partir de 1791. Et puis, il y a eu deux causes, je dirais, plus conjoncturelles. Les difficultés économiques qui ont plongé dans la misère ces provinces en particulier, la France de manière plus générale, et le refus pour ces hommes qui n'avaient jamais été contraints au service militaire, le refus de ce service imposé aux armées sur les frontières, dans les armées de la Révolution, puisqu'à ce moment-là, la France était également en guerre contre ses voisins. Ces quatre éléments expliquent en partie les guerres de la chouannerie. Le ciment, tout de même, ça reste la question du roi et la question de Dieu. Sans ces deux causes majeures, on ne comprend pas l'événement, même si les deux autres causes annexes ne doivent pas être mises de côté, bien sûr. Alors, c'est un roman historique, évidemment. On retrouve des personnages inventés, les vôtres, et des personnages qui ont réellement existé, à l'image de ce chef emblématique de la chouannerie normande, le général Louis de Frotté. Est-ce que vous pouvez nous esquisser un portrait de lui? Très rapidement, Louis de Frotté, qui apparaît effectivement dans le roman comme un personnage secondaire essentiel, je dirais, à la fin de la partie historique du roman. Louis de Frotté est un aristocrate normand
qui entame peu avant la Révolution une carrière militaire. Il refuse les événements révolutionnaires dès le début, il est très attaché à la royauté dans sa forme ancienne, antérieure aux événements de 1789, et assez rapidement, il émigre en passant par les Flandres. De là, il va rapidement rejoindre l'Angleterre et n'aura de cesse que de vouloir d'abord rentrer en France en espérant libérer le jeune Louis XVII, qui est prisonnier au Temple après la mort de Louis XVI. Puis, apprenant la mort de Louis XVII, Louis de Frotté va se concentrer sur le soulèvement dans sa région natale, en Normandie. Il va mener 2 campagnes en Normandie. D'abord, autour de l'année 1796, une première période de combat. Il rentrera en Angleterre après la signature d'une trêve. Lui-même n'apposera pas sa signature sur cette trêve avec les armées de la République. Il ne le souhaite pas. Et il reviendra à la toute fin du XVIIIe siècle en France pour une deuxième campagne qu'il espérait victorieuse. Mais cette fois, les temps ont changé et le premier consul Bonaparte, par traîtrise, parviendra à s'emparer de la personne de Louis de Frotté et de son état-major et les fera exécuter. Et ce sera la fin des grands mouvements de soulèvement en Normandie. Alors, cette action, l'action de votre roman se déroule... alors, il y a un moment, il y a un passage, un flashback qui se déroule dans le Cotentin, dans cette partie, et on découvre un petit peu voilà, les allées et venues de ces contre-révolutionnaires entre l'Angleterre et la France via les jolies îles anglo-normandes. Alors justement, la contre-révolution en Normandie ne s'est pas déroulée comme en Vendée. Dites-vous alors, quelle différence faites-vous? Bien, en Vendée, ce fut vraiment le soulèvement de tout un peuple. En tout cas, dans la partie qu'on appelle la Vendée militaire, c'est par villages entiers que les Vendéens se soulevèrent contre le régime en place, pour le roi et pour leurs prêtres. L'élément déclencheur fut la conscription, mais c'est vraiment pour Dieu et pour le roi que ce soulèvement commença en Vendée. En Normandie, le soulèvement est resté plus diffus. Ce ne fut jamais le soulèvement de tout un peuple. Ce sont des groupes plus ou moins importants selon les paroisses. Autour de Flers et Saint-Jean-des-Bois, vous avez notamment la partie, je dirais, la plus importante du soulèvement, donc vraiment dans le sud de la Manche et du côté de l'Orne. Là où se situe l'action historique près du Carteret et de Bricquebec, le soulèvement fut toujours beaucoup moins important. C'est un soulèvement, par contre, beaucoup plus organisé, je dirais, de manière militaire, avec une part importante de déserteurs des armées de la République qui vont servir dans les troupes de chouans, et puis avec des chouans du pays, mieux organisés, mieux armés, mieux équipés, avec le soutien de l'Angleterre, mais surtout avec le soutien, l'encadrement des aristocrates, de la noblesse du pays, qui avaient pour une partie émigré et qui rentrent en Normandie pour se mettre à la tête des hommes de leur pays qui se sont soulevés. Quelle était l'attitude des Français à cette époque révolutionnaire? Étaient-ils engagés spécialement dans le côté monarchiste ou le révolutionnaire? La masse la plus importante de la population est assez, comme souvent dans ces périodes de troubles, est assez attentiste. Vous avez des provinces beaucoup plus marquées par l'esprit révolutionnaire, comme à Paris par exemple, et d'une manière générale, dans les plus grandes villes, comme à Nantes, pour citer une ville importante de l'Ouest, les campagnes de l'Ouest sont plus souvent favorables au roi, mais ce n'est pas vrai partout. Dans d'autres campagnes du pays, la République est mieux acceptée, et ma foi, le peuple espère surtout le retour de la paix, le retour de l'ordre public, qu'on lui rende ses prêtres et la messe, car le peuple reste massivement catholique et pratiquant, mais l'attachement au roi ou l'attachement à la République n'ira pas souvent jusqu'à vouloir donner sa vie, sauf bien sûr dans ces provinces soulevées de l'Ouest, du Lyonnais, du Forez, qui sont parfois moins connues pour celles-ci à l'intérieur du pays. Ce dit en passant,
en 1814, lorsque les Bourbons reviennent, la France, épuisée par les guerres de la Révolution et de l'Empire, accueille Louis XVIII comme un véritable sauveur. Alors il y a dans votre ouvrage de nombreuses références à la relation qu'un seigneur peut entretenir avec son serviteur. Comment ces serviteurs vivaient-ils leur servitude, excusez-moi de la redondance, était-ce une honte? Non. Non, ce n'était pas une honte d'être au service d'un maître dans la France d'Ancien Régime, tout comme ce n'était pas une honte non plus dans la France du 19e siècle. Pourquoi ça, la Révolution... La condition de service domestique, finalement, était assez répandue. Il était assez commun d'être au service d'un maître, pas forcément un aristocrate d'ailleurs. Il était assez commun d'être... la bonne, le valet d'un bourgeois ou même d'un paysan enrichi ou d'un commerçant qui avait bien réussi. La domesticité était quelque chose de très répandu. Et ça, ça a duré jusqu'à la fin du 19e siècle, jusqu'au début du 20e siècle. Le rapport au maître a évolué, bien sûr, dans le temps. Mais ça n'était pas du tout considéré comme quelque chose de honteux. C'était même, dans certains cas de figure, un moyen d'ascension sociale. Passer au service d'un maître pouvait, pour des personnes de toute petite paysannerie, constituer un élément d'ascension sociale très net. Vraiment un changement de milieu, un changement de statut. Alors, les monarchistes, on les entend beaucoup, évidemment, c'est chouan. Ils qualifient la République d'infâme et ses partisans, les patriotes, de canailles. Qu'est-ce qui les dégoûtait tant? Nous sommes dans une guerre civile. Nous sommes profondément dans une guerre civile. La haine est très forte des deux côtés. Les républicains eux-mêmes ne ménagent pas leurs injures contre les partisans de la royauté. Et pour revenir aux chouans, pour revenir aux partisans du roi, ce qui les dégoûte, eh bien, c'est, chez les partisans de la Révolution, l'idée que ces personnages subvertissent l'ordre tel qu'il avait toujours été, l'ordre social voulu par Dieu. Sur le plan historique, ces révolutionnaires anéantissent toute la structure sociale du pays telle qu'elle s'était vécue dans les siècles passés. Cette subversion totale, visiblement, a convenu à une part majoritaire de la population, parce qu'il n'y a pas eu, par exemple, après le 4 août 89, un soulèvement massif des populations contre l'Assemblée et son pouvoir. Mais pour ceux qui étaient restés fidèles au souvenir monarchique, c'est la fin de tout ce qui faisait la vie même des hommes. Donc, évidemment, la répulsion est profonde. Alors, je vais vous citer un passage de votre ouvrage, Gabriel Privat. Les nouveaux maîtres, les gens des villes, sont évidemment pour la Révolution, et ce, d'autant plus aisément que leur éducation voltairienne les a déjà détachés de la religion. Quel parallèle on peut faire avec la situation de nos jours ? C'est difficile. C'est difficile de vous répondre sur ce point parce que... Sur le recul de la religion d'une certaine façon. Bien sûr. Honnêtement, c'est assez difficile, je trouve, parce que effectivement, dans la situation historique qui nous occupe, le recul de la pratique religieuse ou même de la foi dans l'élite urbaine n'avait pas atteint les campagnes. Alors, il y a des nuances d'une province à une autre. Et pour ça, c'est très intéressant de regarder la carte, par exemple, des prêtres qui ont juré et ceux qui n'ont pas juré. La constitution civile du clergé, elle correspond en général à la carte de la pratique religieuse. Là où la pratique était la plus forte, les prêtres, souvent, n'ont pas juré la constitution civile, parfois jusqu'à 100% de non-jureurs. Et vous avez, dans les départements où la pratique était la plus faible, des prestations de serment jusqu'à 50 voire 100% selon certains arrondissements de départements ou certaines villes. Mais globalement, la pratique restait assez importante hors des villes, et même dans les villes, elle restait incroyablement plus importante qu'aujourd'hui. Et cette bourgeoisie voltairienne avait une instruction religieuse, une imprégnation religieuse très forte, malgré son éloignement, due à son éducation et due au monde dans lequel elle évoluait. Pour la population d'aujourd'hui, le plus dramatique est que
Finalement, il ne s'agit pas de l'apostasie d'une élite, il s'agit vraiment d'un recul de la foi et de la pratique dans un peuple entier. Si on en reste à la religion catholique, qui est celle des populations concernées au début de la Révolution française, et qu'on la compare à la religion catholique aujourd'hui, la pratique hebdomadaire est, je crois, me semble-t-il, aux alentours de 4% de la population française. Ce qui n'est pas le cas en 89, même si Jean de Vigry parlait déjà de déchristianisation. Donc la profondeur de la déchristianisation aujourd'hui, et sur plusieurs générations, fait que la référence religieuse et le réflexe religieux a même totalement disparu dans des populations entières de la France actuelle. Donc la comparaison, je dirais, est délicate. Disons qu'il y a une continuité historique. C'est-à-dire que même après la Révolution au XIXe siècle, lorsque l'Église reconquiert par les missions intérieures les cœurs des hommes, à la vérité, le terrain perdu durant la Révolution ne sera jamais tout à fait repris. Les ordres se reconstituent, les ordinations augmentent, les missions intérieures se multiplient, mais la chrétienté en France ne redeviendra jamais ce qu'elle était avant 89. Donc il y a peut-être une continuité qui s'est accélérée sans doute dans le dernier demi-siècle pour parler d'aujourd'hui, avec des conséquences dramatiques sans doute sur le plan social en France. Alors Martin Sommervieux, votre héros, ce jeune financier parisien, est franc-maçon. Pourquoi parler de la franc-maçonnerie ? Je souhaitais que le héros contemporain soit pleinement contemporain. C'est un jeune célibataire, il a la quarantaine, mais enfin c'est un célibataire qui commence à être un petit peu endurci. Il est un peu revenu de tout, un peu désabusé, c'est un homme d'affaires, un financier, et je souhaitais qu'il soit, comme beaucoup de ses contemporains, éloigné de la pratique religieuse. Mais je ne souhaitais pas qu'il soit non plus tout à fait commun. Je ne voulais pas que son éloignement de la pratique religieuse soit lié simplement à une vie de patachon qui se complaît dans le matérialisme sans nuance. Je souhaitais qu'il reste malgré tout, car c'est aussi quelque chose qui touche beaucoup de nos contemporains, marqué par un sentiment spirituel et par une quête spirituelle. L'attachement à la franc-maçonnerie chez ce héros était pour moi justement une façon de lui donner une profondeur spirituelle qu'il n'aurait pas eu sans cela, tout en justement le faisant attacher à une communauté, à une association dont les objectifs, dont le mode de pensée est très éloigné de celui du catholicisme. Et justement, cela pouvait créer, dans le roman, les lecteurs le découvriront, s'ils se jettent dans le portrait de Martin Sommervieux, ça pouvait créer justement une opposition entre ce héros contemporain et son ancêtre. Alors, l'un des personnages de votre roman écrit sur le catholicisme dans un courrier, je vous cite: « Notre religion n'est pas une fable de bonne femme, c'est une affaire fondée sur le roc, la plus raisonnable des folies. » Vous la voyez comme une folie, la religion chrétienne, cette foi? Je crois que le terme la plus raisonnable des folies est sans doute dans toutes les paroles que je pouvais mettre dans la bouche de ce personnage, la plus proche en tout cas de ma conviction, et je crois que c'est une conviction assez largement partagée dans la chrétienté aujourd'hui et même dans le passé. Il y a quelque chose de fou à croire en un Dieu mort et ressuscité. Il y a quelque chose de fou à croire en un Dieu qui aime les hommes, qui aime sa création au point de donner sa vie pour elle. Pour autant, cette folie est raisonnable, c'est-à-dire qu'elle se fonde, elle s'appuie sur le sens logique d'une certaine manière, elle s'appuie aussi sur des témoignages historiques. Jésus meurt sous Ponce Pilate, c'est quelque chose qui est inscrit dans le temps, dans l'univers dans lequel se trouve Jésus-Christ. Nous sommes dans l'Empire romain et les évangiles, les textes sacrés rappellent à plusieurs reprises le contexte historique dans lequel se trouvent Jésus-Christ et ses disciples. Donc il y a quelque chose de profondément raisonnable. Et dans la continuité de la vie chrétienne ensuite, justement, cette succession apostolique qui part des apôtres et qui entame une généalogie ininterrompue d'évêques jusqu'à aujourd'hui par imposition des mains, nous fait toucher à cette histoire très lointaine encore maintenant. Il y a là, ne serait-ce que justement dans cette succession apostolique, quelque chose, je trouve,
à la fois d'un peu fou, 2000 ans de généalogie ininterrompue, et de profondément raisonnable. Nous ne nous situons pas dans une transmission cachée, nous sommes dans quelque chose de visible et qui peut se remonter, par exemple pour mes évêques, en remontant le cours des évêques consécrateurs de génération en génération. On peut comme ça aller assez loin. C'est, je crois, vraiment profondément raisonnable, oui. Une double question pour terminer cet entretien, Gabriel Privat. Comment la République a-t-elle mis fin aux espoirs de ces chouans et comment les a-t-elle traités après leur reddition? Les situations ont été très variables d'une province à l'autre. D'une manière générale, la République, et plus particulièrement Bonaparte, après son accession au consulat, a eu l'intelligence de s'attaquer au gros du problème en rétablissant la paix religieuse. C'est avec le Concordat et le rétablissement de la paix religieuse que la plupart des chouans vont rentrer chez eux. C'est un événement très important puisqu'à partir du Concordat, la plupart des chouans déposent les armes, rendent les armes et cessent le combat. Les jusqu'au-boutistes se retrouvent un peu seuls et pour eux, il n'y aura pas de quartier. Les chefs chouans qui refuseront les offres de reddition seront pourchassés, certains s'exileront, beaucoup seront guillotinés ou fusillés, comme Louis de Frotté, dont je disais tout à l'heure qu'il fut pris par traîtrise. Ceux qui se sont soumis ont continué ensuite une vie, je dirais, rangée mais discrète. Beaucoup de chefs chouans d'importance secondaire, car les plus importants ont connu une fin terrible, mais les chefs chouans d'importance secondaire ont pu, après la guerre, reprendre une existence presque normale, et beaucoup ont écrit leurs mémoires qui ont servi de matériaux aux historiens par la suite. Le portrait de Martin Sommervieux, un très joli roman, franchement, que vous pouvez retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. C'est chez Teki Éditeur. Merci Gabriel Privat d'être venu sur notre plateau. Merci monsieur.